région de l'archipel Juan Fernández, kilomètres environ au large des côtes du Chili. L'équipage de la Virginie se rassembla sur le pont, pour voir les petites flammes qui s'allumaient à l'extrémité des mâts et des vergues du navire. C'étaient des feux Saint-Elme, un phénomène dû à l'électricité atmosphérique, et qui annonce un violent orage. Heureusement, la Virginie sur laquelle voyageait Robinson n'avait rien à craindre, même de la plus forte tempête. C'était une galiote hollandaise, un bateau plutôt rond, avec une nature assez basse, donc très peu rapide, mais d'une stabilité extraordinaire par mauvais temps. Aussi le soir, lorsque le capitaine Van Dessel vit un coup de vent faire éclater l'une des voiles comme un ballon. Il ordonna à ses hommes de replier les autres voiles, et de s'enfermer avec lui à l'intérieur, en attendant que ça se passe. Le seul danger qui était à craindre, c'était des récifs ou des bancs de sable, mais la carte n'indiquait rien de ce genre. Et il semblait que la Virginie pouvait fuir sous la tempête pendant des centaines de kilomètres sans rien rencontrer. Aussi le capitaine et Robinson jouaient aux cartes tranquillement, pendant qu'au dehors l'ouragan se déchaînait. On était au milieu du XXIe siècle, alors que beaucoup d'Européens, principalement des Anglais, allaient s'installer en Amérique pour faire fortune. Robinson avait laissé ailleurs sa femme et ses 2 enfants, pour explorer l'Amérique du Sud, et voir s'il ne pourrait pas organiser des échanges commerciaux fructueux entre sa patrie et le Chili. Quelques semaines plus tôt, la Virginie avait contourné le continent américain en passant bravement le terrible Cap Horn. Maintenant, elle remontait vers Valparaiso où Robinson voulait débarquer. Ne croyez-vous pas que cette tempête va beaucoup retarder notre arrivée au Chili? Demanda-t-il au capitaine en battant les cartes. Le capitaine le regarda avec un petit sourire ironique en caressant son verre de genièvre, son alcool préféré. Il avait beaucoup plus d'expérience que Robinson, et se moquait souvent de son impatience de jeune homme. Quand on entreprend un voyage, comme celui que vous faites, lui dit-il après avoir tiré une bouffée de sa pipe, on part quand on le veut, mais on arrive quand Dieu le veut. Puis il déboucha un tonnelet de bois, où il gardait son tabac, et il y glissa sa longue pipe de porcelaine. Ainsi, expliqua-t-il, elle est à l'abri des chocs, et elle s'imprègne de l'odeur mielleuse du tabac. Il referma son tonnelet à tabac, et se laissa aller paresseusement en arrière.
You, Friday. You, Friday. 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 No. Friday. Friday. Master. 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 Friday. Master. Friends. And friends. Eat. Eat. Robinson ne cessait d'organiser et de civiliser son île, et de jour en jour, il avait davantage de travail et des obligations plus nombreuses. Le matin par exemple, il commençait par faire sa toilette, puis il lisait quelques pages de la Bible. Ensuite, il se mettait au garde à vous devant le mât où il faisait ensuite monter le drapeau anglais. Puis avait lieu l'ouverture de la forteresse. On faisait basculer la passerelle par-dessus le fossé, et on dégageait les issues bouchées par les rochers. La matinée commençait par la traite des chèvres. Ensuite, il fallait visiter la garenne artificielle, que Robinson avait établie dans une clairière sablonneuse. Là, il cultivait des navets sauvages, de la lucerne et un carré d'avoine, pour retenir une famille de lièvres chiliens, lui laissant cela dispersé dans l'île. C'était ce qu'on appelle des agroutis, des lièvres sur tête, très gros et avec des oreilles courtes. Plus tard, il vérifiait le niveau des viviers d'eau douce, où prospéraient des truites et des carpes. À la fin de la matinée, il mangeait rapidement avec peine, faisait une petite sieste, et se mettait en grand uniforme de général, pour remplir les obligations officielles de l'après-midi. Il devait faire le recensement des tortues de mer qui avaient chacune leur numéro de matricule. Inaugurer un pont de liane audacieusement jeté par-dessus un ravin de 100 pieds de profondeur en pleine forêt tropicale. Achever la construction d'une hutte de fourgère à la lisière de la forêt bordant le rivage de la baie qui serait un excellent poste d'affût pour surveiller la mer sans être vu. Une retraite d'ombre verte et fraîche pendant les heures les plus chaudes de la journée. Souvent Robinson en avait assez de tous ses travaux et de toutes ses obligations. Il se demandait à quoi et à qui cela servait. Mais aussitôt il se souvenait des dangers de l'oisiveté, de la feuille de pétari, où il risquait de retomber s'il cédait à la paresse. Et il se remettait activement au travail. 12. Dès le premier jour, il s'était servi de la côte dès les premiers jours. Il s'était servi de la côte du centre de l'île pour mettre à l'abri ce qu'il avait de plus précieux, ses récoltes de céréales, ses conserves de fruits et de viande, plus au fond, ses coffres de vêtements, ses outils, ses armes, son or, et enfin, dans la partie la plus reculée, ses tonneaux de poudre noire, qui auraient suffi à faire sauter toute l'île. Il félicitait ou blâmait, donnait des ordres pour la semaine prochaine, faisait des projets pour les années à venir. Puis c'était le déjeuner, plus long et plus succulent qu'en semaine. L'après-midi, vendredi nettoyait et embellissait Esperanza. Il désherbait les chemins, semait des graines de fleurs devant la maison, taillait les arbres d'agrément. Vendredi avait su s'attirer la bienveillance de son maître par plusieurs bonnes idées. L'un des grands soucis de Robinson
était de se débarrasser des ordures et des fritus de la cuisine et de l'atelier sans attirer les vautours, ni les rats. Or il ne savait comment faire. Les petits carnivores repéraient, puisqu'il enfouissait sous la terre. Les marées rejetaient sur la plage, puisqu'il jetait dans la mer. Quant au feu, il provoquait une fumée nauséabonde, qui empestait la maison et les vêtements. Vendredi avait eu l'idée de mettre à profit la voracité d'une colonie de grosses fourmis rouges, qu'il avait découvertes à proximité de la maison. Tous les robus déposés au milieu de la fourmilière étaient dévorés en un rien de temps, et les os apparaissaient rapidement nus, secs et parfaitement nettoyés de toute chair. Vendredi apprit aussi à Robinson à se servir de bolas. Les bolas, très répandus en Amérique du Sud, sont une arme formée de 3 galérons attachés à des cordelettes réunies en étoiles. Lancées adroitement, elles tournent comme des étoiles à 3 branches, et dès qu'elles sont arrêtées par un obstacle, elles l'entourent et le ligotent solidement. Vendredi lançait des bolettes dans les jambes des chèvres qu'il voulait immobiliser pour les soigner, les traire ou les sacrifier. Puis il montra à Robinson qu'elle pouvait aussi servir pour capturer des chevreuils, et même des oiseaux à chasser. Enfin il le persuada qu'en augmentant la grosseur des galets, on pouvait se servir des bolas comme d'une arme terrible, capable de défoncer la poitrine d'un ennemi après l'avoir à demi étranglé. Robinson, qui craignait toujours un retour offensif des Indiens, lui fut reconnaissant d'avoir ajouté à son arsenal cette arme silencieuse, facile à remplacer, et cependant meurtrière. Ils s'exercèrent longtemps sur la grève en prenant, pour cible, un tronc d'arbre de la grosseur d'un homme. Enfin l'Indien eut l'idée de fabriquer pour Robinson, et lui une pirogue, semblable à celle de son pays. Il commença à creuser à la hache le tronc d'un pin très droit, et de grande envergure. Travail lent et patient, qui ne ressemblait pas à la hâte fiévreuse, dans laquelle Robinson avait construit l'évasion. D'ailleurs, encore vexé par son échec, Robinson ne se mêlait de rien, et se contentait de regarder travailler son compagnon. Vendredi avait commencé à faire du feu sous la partie du tronc qu'il voulait creuser, procédé qui avait l'avantage de hâter considérablement le travail, mais qui risquait, si l'arbre prenait feu, de tout compromettre. Finalement il y renonça, et se servit même d'un simple canif, pour parachever le travail. Lorsqu'elle fut terminée, la pirogue était assez légère pour que Vendredi puisse l'élever à bout de bras au-dessus de sa tête, et c'est ainsi, les épaules couvertes, comme par un capuchon de bois, qu'il descendit vers la plage, entouré par les gambades de haine, et suivi de loin par un Robinson de mauvaise humeur. Mais lorsque le petit bateau commença à danser sur les vagues, Robinson fut bien obligé de renoncer à sa jalousie. Prenant place derrière Vendredi, il saisit l'une des 2 pagaissins que l'Indien avait taillées dans des branches d'araucaria. Lincoln.